a beaucoup d'émissions donc, dans cette émission, cette journée un peu spéciale, donc une journée sur la liberté d'expression. Et moi j'ai envie de dire tout de suite évidemment que signifie liberté d'expression aujourd'hui. Si la liberté d'expression semble à beaucoup un droit inaliénable, qu'en est-il réellement? La liberté d'opinion et d'expression se définit comme, je cite, la possibilité d'exprimer librement ses opinions sans en être inquiété par autrui. Elle est l'une des premières libertés politiques qualifiées de liberté fondamentale. Cela signifie donc que tout individu a le droit d'exprimer ses convictions, son opinion et même son ressenti. Elle va de pair avec la liberté d'information et la liberté de la presse. En 1944, le Conseil national de la résistance inscrivait dans les mesures à appliquer, dès la libération du territoire, la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Aujourd'hui, quelles sont les règles qui légifèrent le droit à la liberté d'expression en France et dans les pays européens? À partir de quel moment est-il considéré que les règles sont transgressées, que l'on est, par exemple, dans le domaine de la calomnie ou de l'incitation à la violence? La liberté d'expression est-elle cadrée, et par qui, dans la communauté européenne qui, on le sait, est celle des banques et des polices? Le droit à la libre expression est-il inscrit dans la Constitution en France, dans les pays européens, aux États-Unis? Enfin, est-ce une notion du droit essentiellement occidentale? C'est autour de toutes ces questions et de leurs conséquences que nous débattrons aujourd'hui pour tenter d'y voir un peu plus clair et de comprendre les enjeux de la liberté d'expression, ses limites et son contrôle. D'autant que certaines lois, comme la loi Guesso, brouillent les pistes et que les attaques récentes à l'encontre de certains médias laissent à penser qu'à l'instar du système des retraites par répartition et des services publics, la liberté d'expression paraît plutôt mal barrée, si vous me passez l'expression. Alors, y a-t-il une liberté d'expression à deux ou plusieurs vitesses? Peut-on défendre la liberté d'expression quand cela arrange et la condamner quand cela n'est pas le cas? Existe-t-il une liberté d'expression sélective? Une liberté d'expression convenable et consensuelle? Doit-elle prévaloir sur une liberté d'expression jugée immorale? Et surtout, qui en décide? Chomsky dit justement que la liberté d'expression est la liberté des expressions, de toutes les expressions. Autrement dit, on défend la liberté d'expression complètement ou on ne la défend pas du tout. Interrogé sur ce point, il a ce commentaire. En France, la liberté d'expression est définie de manière très restrictive. À mes yeux, la question essentielle est l'État a-t-il le droit de déterminer ce qu'est la vérité historique et de punir celui ou celle qui s'en écarte? Le pensée revient à s'accommoder d'une pratique proprement stalinienne. Fin de citation. Pour débattre de la liberté d'expression, Normand Baillargeon, universitaire, militant libertaire, auteur de nombreux ouvrages, dont Petit cours d'autodéfense intellectuelle et aussi L'ordre moins le pouvoir, ça j'aime beaucoup ce titre, Histoire et actualité de l'anarchisme, auteur également de l'introduction de Voltairine de Clerc, D'espoir et de raison écrit d'une insoumise. Et bien sûr Philippe Rollin, animateur de l'émission La philanthropie de l'ouvrier charpentier sur Radio Libertaire et de l'Université populaire de Saint-Denis. Philippe, à toi. Oui, alors non, avant je voulais juste vous présenter. Attendez, il est là. Il s'appelle Christian. Il est blanc dedans et noir dehors. C'est important, depuis ce matin il me suit partout. Donc sur la liberté d'expression... C'est dommage, on n'a pas l'image. Alors l'image c'est un patinoire. Voilà, le blanc a le droit de s'exprimer, le noir ne l'a pas. Pourtant, il est blanc dedans. Donc, pour introduire le sujet sur la liberté d'expression, ça n'a pas été très facile parce qu'en fin de compte, quand on cherche un peu, j'ai l'impression que c'est tout et n'importe quoi simplement parce qu'on n'utilise pas des définitions. Alors, dans un premier temps, je voulais vous parler un peu de la naissance très vite de Radio Libertaire qui a été quand même très clairement une utilisation massive de la notion de liberté d'expression. Simplement parce que Radio Libertaire est né bien sûr à l'époque où justement je pense qu'il y avait une tentative de reprendre ce droit qui était la liberté d'expression, qu'on n'en avait pas tellement puisqu'il n'existait pas sur les ondes. Il faut savoir que les anarchistes ont toujours été attirés par la radio. En 1921 à Kronstadt, ils faisaient des appels radio déjà. En 1936 en Espagne, ils montaient déjà des radios. Donc l'histoire des radios des anarchistes, c'est pas quelque chose de nouveau.
Et puis, dans les fin des années 70, bien sûr, 78, 79, et puis 80, il se trouve que les anarchistes ont participé à la création de nombreuses radios, en sauvage, bien sûr. C'était pas comme aujourd'hui. La plus connue de notre part, c'est Radio Trottoir à Toulon. Alors, je ne sais pas si vous savez comment est fait Toulon. Toulon, il y a une grande montagne, le Mont Faron. Et donc, pour émettre du Mont Faron, ça devait être quand même assez sympathique, puisque c'était très haut. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'en bas, il y avait quand même l'Arsenal, il y avait quand même toute la marine. Donc, il y avait des gens qui pouvaient peut-être écouter des choses différentes. Ensuite, toujours, là, ça a quand même été un combat. Donc, les anarchistes ont participé très clairement. Mais bon, je parle que de Radio Trottoir, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des radios créées directement par des anarchistes ou des anarchistes participant à d'autres radios. Il y a eu Radio Alarme aussi, où les anarchistes participaient. Donc, 1er septembre, les radios libertaires utilisent ce droit qui est inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire de librement s'exprimer. 83, c'est l'intervention des CRS qui détruisent tous les studios. Ça a été quelque chose d'assez important. 3 septembre 83, 5000 personnes dans la rue. Donc on peut penser justement à ce moment typique des créations des radios dites libres. Il y avait vraiment une démarche pour utiliser ce droit de s'exprimer, entre autres par un média qui s'appelle la radio. Alors pourquoi la radio ça a marché? C'est peut-être aussi parce que c'est un média facile à faire. Je veux dire, bon, à l'époque c'était quand même dans un sous-sol avec chacun ses disques, ses platines vinyles. Bon, c'était un peu âge de pierre, on pourrait dire, mais au moins c'était faisable. Maintenant, ça l'est beaucoup plus. Pourtant, maintenant, on n'a pas du tout l'impression que les ondes radiophoniques fleurissent de radios d'opinion, de radios critiques. Pour l'instant, les radios qui se montent, ce sont des radios d'argent. Donc là, c'était juste pour faire une petite introduction de ce que c'est que prendre parfois et utiliser parfois la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression, elle a un cadre institutionnel. Elle a un cadre institutionnel français, européen et mondial. Alors, moi, la définition que j'ai trouvée la plus claire sur la notion de liberté d'expression, c'est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite, de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportuns dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion et de l'art moral. C'est beau. C'est beau, on va voir, c'est inscrit dans plein de lieux, donc ça fait quand même plaisir. J'ai l'impression qu'actuellement, on nous donne le droit de penser, pas tellement les autres. Alors bien sûr, il y a un corollaire à ça, c'est la liberté de la presse et la liberté d'association. Je veux dire, comment on peut parler de liberté d'expression si on ne parle pas de liberté de la presse ou de liberté des médias. Alors l'ONU dit 1948. Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Là aussi c'est très beau parce qu'on voit quand même que c'est marqué sans considération de frontières. Je pense que les frontières ont un rôle très important dans la notion de liberté d'expression. Il suffit de savoir ce qui s'est passé, je crois que c'était hier ou avant-hier, sur un prix Nobel où Internet était bloqué, les télévisions ont été bloquées parce que c'était un prix Nobel chinois. Donc la liberté d'expression au niveau mondial est limitée à la frontière. Il y a un petit problème. La France. Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Là, il y a quelque chose de très important, et c'est en 1789, donc vous voyez, c'est pas nouveau, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc dès la Constitution, dès la Déclaration des droits de l'homme en France, on signale que c'est quand même la loi qui va décider si on est libre ou pas libre. C'est, à mon avis, important par rapport à tout ce qui s'est fait avant. Alors, 48 en France. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Amusant, on retrouve la Constitution de l'ONU. Pourtant, dans la Constitution française, on avait quand même la loi qui pouvait intervenir. En France, il y a abus de liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc là, vous voyez qu'on est sur deux domaines un peu différents. Alors, on pourrait montrer qu'en France,
Bien sûr qu'il y a la notion de la liberté d'expression, on verra surtout avec Norman, n'est pas la même que la liberté anglo-saxonne. Ça paraît évident dès le début. Loi Pleven du 1er juillet 1972, excusez-moi, incrimine la diffamation ou l'injure raciste, ainsi qu'un délit nouveau de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de ses origines ou de ses appartenances ou de leur non-appartenance à une ethnie, une race ou une religion. Donc là, on peut considérer, quand la loi Pleven arrive en 1972, que c'est une grande avancée. C'est-à-dire qu'en bon français, on va dire le racisme est interdit. C'est bien, on peut penser que c'est une avancée, mais on peut penser aussi que sur la liberté d'expression, même si on n'est pas d'accord avec ces idées-là, c'est pas une bonne pensée. C'est pas une avancée, mais une régression. Loi Guesso, 13 juillet 1990. Elle renforce la loi de 1972 en accordant aux associations un droit de répondre dans la presse ou dans les médias audiovisuels. D'autre part, elle réprime le délit de négationnisme, c'est-à-dire la contestation de l'existence de un ou plusieurs crimes contre l'humanité. On peut penser en effet que la loi Guesso est une avancée. Je crois que nos amis anglo-saxons ne pensent pas du tout la même chose. Ils pensent que c'est une loi qui n'a pas le droit d'exister. Ensuite, on pourrait voir un peu la notion anglo-saxonne qu'on pourrait définir par deux phrases. Le danger, ce n'est pas que certaines idées soient dites, puisqu'elles sont contredites si la liberté est totale. Déjà, liberté totale me fait un peu rire. La liberté ne peut être que totale, elle ne peut pas être partielle, sinon c'est plus une liberté. Le danger, c'est quand des idées ne sont plus dites. Seule la liberté totale garantit la liberté. Donc là, on voit tout de suite, ça c'est extrait d'un site canadien, qui est très très clair et qui défend vraiment l'idée pure anglo-saxonne de la liberté d'expression. Alors bien sûr, on peut parler tout de suite de ce qu'on a appelé l'affaire Forisson. C'est en 1979. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un livre qui apparaît, qui n'est pas un très très bon livre, puisque c'est un livre qui conteste totalement ce qu'on a appelé la Shoah et le génocide. Et pourtant, à l'intérieur, il y a une introduction qui est faite par Noam Chomsky. Ce qui fera dire à de nombreux intellectuels français que Noam Chomsky est donc un antisémite, puisqu'il a soutenu le livre de Forisson. Chomsky n'a pas soutenu le livre de Forisson. Il a expliqué très clairement ce que c'était que la liberté d'expression, et comme l'a dit tout à l'heure Christiane, c'est que dans la pensée anglo-saxonne, la liberté d'expression, c'est surtout celle des gens qui nous sont opposés. En effet, tous les dictateurs sont pour la liberté d'expression de leur camp. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Mais sont rarement pour la liberté d'expression des autres. C'est ce qui va être défendu par Noam Chomsky, c'est son idée. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette idée-là, elle est combattue en général par des gens en France qui soient de droite ou de gauche. On ne peut pas dire que le site qui s'appelle Rue 89 soit un site d'extrême droite ou un site contre les libertés, et pourtant, dernièrement, un des titres, c'était « Noam Chomsky a récidivé ». Noam Chomsky a récidivé, puisqu'en effet, il est intervenu sur une pétition autour de Vincent Renoir, qui est aussi une personne qui conteste le génocide. Et un néo-nazi. Pardon ? Et un néo-nazi. Et un néo-nazi, tout à fait. Convaincu et affirmé. Voilà. Donc, ça avec Blanc-Rue et Bricmont, qui sont pour moi des gens qui ont un pied dans l'extrême droite. Je ne dis pas le contraire, pour l'instant je suis juste en parler, je ne soutiens pas M. Forisson, je ne pense pas l'avoir dit ici. Et ben moi je ne soutiens pas Bricmont. Et je ne soutiens pas du tout M. Renoir de la même façon, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement c'était une explication des différences de forme que l'on peut voir entre la liberté d'expression en France et la liberté d'expression anglo-saxonne. Je pense en effet tout à l'heure, un des éléments du débat et des discussions qu'on pourrait avoir, c'est que est-ce que on est vraiment pour la liberté d'expression totale, ici? Est-ce que les anglo-saxons sont pour nous dans l'erreur ou pas dans l'erreur? Je veux dire, c'est vrai que la liberté d'expression, comme on l'envoie dans l'anglo-saxonne, fait qu'il existe aux États-Unis un parti nazi. Un parti qui est nazi et qui est à pignon sur rue, qui existe. Alors ensuite, sur la liberté d'expression en France, on pourrait quand même lire un élément qui vient d'arriver, c'est-à-dire le 18 mars 2003. Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 € d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion
Cet outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Donc là, c'est vrai que par rapport à l'intervention de monsieur, on se retrouve toujours partagé entre deux choses, c'est-à-dire on est pour la liberté d'expression, la mienne. On est contre la liberté d'expression, l'autre, l'ennemi. Pas dit ça. Non, je n'ai pas dit. Ensuite, donc on pourrait faire un point sur la loi Guessot, mais je pense qu'on a dit les grandes lignes. D'autant plus que, par exemple, la loi Guessot pose un problème sur la notion de génocide, puisque appeler un génocide, c'est défini par l'ONU, ce que c'est qu'un génocide, et qu'il se trouve qu'actuellement, des génocides, si on regarde la liste officielle, il y en a très peu, alors qu'on peut en trouver une multitude, et il y en a une multitude. Actuellement, il y a des gens qui essayent de faire reconnaître le génocide arménien, mais il ne peut pas s'appeler génocide arménien pour l'instant, et on pourrait en citer d'autres. On pourrait citer par exemple ce qui s'est passé durant l'époque du stalinisme sur certaines famines provoquées par le gouvernement ou des choses dans ce genre-là. On pourrait aussi appeler ça un génocide. Donc si vraiment on a contestation du génocide, je prends cet exemple-là parce que c'est toujours là que ça choque la liberté d'expression de l'un ou de l'autre. Si on prenait la notion de génocide, on est très gêné parce qu'en fin de compte, le génocide s'applique à très peu de moments de l'histoire. Or, des moments où il y a eu massacre généralisé pour des raisons politiques, économiques, de frontières, il y en a eu de nombreux. Il y a eu de nombreux moments, et pourtant ceux-là, on ne peut pas les appeler des génocides. Parce que le génocide est quelque chose de très défini. Alors la deuxième chose, quand on parle de la liberté d'expression, une fois qu'on a réussi un peu à la définir, il faut quand même qu'on parle de ses moyens, parce qu'une liberté d'expression sans moyens n'a pas de sens. On pourrait dire qu'en Chine, les gens ont une certaine liberté d'expression, surtout celle de penser, à mon avis, mais de toute façon, ils n'auront jamais les moyens de l'exprimer. Or, si on regarde la déclaration de l'ONU, on doit pouvoir l'exprimer. Alors, je pourrais faire un topo de ce que c'est que les médias en France, pour savoir ce que c'est que le moyen d'expression. La télévision, 4 groupes contrôlent la totalité de la télévision. Bouygues, Clostermann, Vivendi, Lagardère. La presse, 2 firmes militaires, Dassault Lagardère, contrôlent près de 70% de la presse écrite. L'édition, Lagardère, Wendel Investissement, contrôle 60% des livres de poche, 80% des manuels scolaires, 90% des dictionnaires. Vous savez que lorsque dans un foyer il existe un livre, c'est le dictionnaire. 90% par 2 boîtes militaires. Par 2 boîtes. La distribution de diffusion de la presse, je pense qu'on la verra tout à l'heure, puisqu'il va y avoir une table justement qui va en parler, entre autres actuellement avec la réforme de la NMPP et de Presstalis. Alors après, on pourrait parler de la télévision. On va retrouver les mêmes, donc je pense que c'est pas inintéressant. Par contre, on pourrait se poser la question, est-ce que le fait qu'un média appartienne à une grosse entreprise dominante, que ce soit l'armée ou autre chose, est-ce que ça joue à l'intérieur du contenu? Est-ce que, par exemple, la télévision, sous prétexte qu'elle appartient à Bouygues, va parler de Bouygues et faire de la publicité? Le meilleur exemple à prendre, je pense que c'est Libération. Vous savez que Libération a été rachetée purement et simplement. Et c'est vrai qu'en 2005, Rothschild disait « Je crois que c'est un peu une vue utopique de vouloir différencier rédaction et actionnaire. » Il n'y a pas plus clair, je pense. Ce qui n'était pas au début du rachat de Libération, puisqu'au début du rachat de Libération, Rothschild disait « Non, moi j'apporte des capitaux, mais ils font ce qu'ils veulent. » Le temps avance. En 2000, déjà lors de l'acquisition, il exigeait un droit de veto sur les principales décisions stratégiques de l'entreprise. Ce n'était pas le contenu, décision stratégique. Alors, la Tribune, le directeur de rédaction affirme « L'intérêt de l'actionnaire ne doit pas être remis en cause par un journal qu'il contrôle, même si cette censure opère au détriment des lecteurs. » Libération, 1990. Bouygues. Alors bon, Bouygues meurt, ça c'est une chose qui peut arriver, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. TF1 consacre 25 minutes sur la mort de Bouygues. Est-ce que c'est du hasard? Peut-être. Un magnifique patron, bâtisseur infatigable, carrière sans précédent. Bouygues construit la mosquée de Casablanca et l'aéroport d'Agadir. En revanche, TF1 passa sous le silence la garde à vue de son PDG Patrick Lelay en 1995, dans une affaire de pot de vin
ou ne consacrera que 13 secondes à la mise en examen pour abus de biens sociaux du PDG de Bouygues, Martin Bouygues. Donc là, on peut quand même penser que l'intervention des finances dans la ligne éditoriale est relativement claire. Ce sont que des exemples qui sont un peu caricaturaux pour essayer de voir. Il y en a d'autres, des comme ça. Donc, on a parlé liberté d'expression, cadre légal, cadre formel, on a parlé détention des moyens d'appliquer cette liberté d'expression. On pourrait voir s'il existe d'autres moyens que ces grands médias, télévision, radio ou journaux. Alors moi, je me souviens assez bien du référendum de 2005, je pense que certaines autres personnes doivent s'en souvenir, où justement, sur ce référendum, l'association Attac a fait un travail d'éducation assez extraordinaire, puisqu'il n'y a pas un journaliste qui était contre le référendum, même un grand journaliste qui s'est trouvé être grand journaliste et probablement philosophe maintenant, qui s'appelle Philippe Val, a dégueulé constamment sur le référendum, puis même après, par esprit de vengeance, on a bien expliqué que les gens qui avaient voté n'avaient pas les capacités de voter, n'avaient pas l'intelligence de voter et ils s'étaient trompés. Et que d'ailleurs, il faudrait éviter que ce genre de personnes votent. Donc pendant toute cette période, Attac a utilisé d'autres techniques que les médias, puisqu'ils n'avaient pas accès aux médias, journaux. Ils ont fait ce qu'on pourrait appeler de l'éducation populaire, de l'explication et de l'éducation. Le résultat du référendum, on le connaît, puisque quelques années après, de toute façon, c'est passé en force. Puisque, il n'y avait pas d'obligation de passer par un référendum et d'écouter la population par rapport à ce point. On peut simplement dire qu'il y a quand même des possibilités dans ce domaine. On avait un exemple très clair au niveau d'Attac, puisque Attac a réussi quand même à contrebalancer ponctuellement la chose. Il y a d'autres personnes qui ont essayé d'utiliser d'autres techniques, et c'est pour ça que j'appelle ça la mise en acte de la liberté d'expression et la répression en acte immédiatement. Je voudrais citer deux cas. L'affaire Juppé. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une personne qui s'appelle Stéphane Lhomme qui écrit un livre qui s'appelle « Alain Juppé saute sur Bordeaux ». Comme rappel, je vous rappellerai que Alain Juppé a été condamné pour prise illégale d'intérêt, il a été condamné, il ne pouvait plus se présenter à des élections, il a été obligé de démissionner de sa position de maire, il sort de son inéligibilité, en gros il fait sauter la mairie dans le sens où il demande à tous les élus UMP de démissionner, de nouveau élection, et il est élu. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. Donc Stéphane Lhomme écrit un bouquin, c'est un tout petit livre, je ne sais plus où il est paru, sur cette affaire-là, et décide de vendre ce bouquin. Il se trouve qu'aucune librairie de Bordeaux ne veut vendre ce bouquin. Probablement à hasard, puisqu'il devait y avoir des écrivains un peu plus importants. Il va vendre donc à la sauvette ce livre, à la sauvette, c'est-à-dire qu'il va se positionner devant la grande librairie Mola, ami personnel d'Alain Juppé. Oh, il va tenir au moins 3-4 minutes, puisqu'immédiatement la police va intervenir, colportage interdit, il va être donc interdit de vendre. Bon, il dit simplement qu'en 5 minutes, il en a vendu 46 et qu'il fera bien la chose, parce qu'au moins ça a été plutôt efficace. Il va être, en fin de compte, il ne sera pas condamné, mais il ne sera pas attaqué sur le fond non plus. S'il n'est pas condamné, c'est qu'il y a une erreur de forme. Il le regrette, parce qu'il aurait plutôt voulu le faire jusqu'au bout. Donc vous voyez que la liberté d'expression, quand on la connaît, on ne peut pas l'appliquer par les médias. Il y a d'autres techniques qui avancent, mais à titre individuel, c'est un peu dur. Deux autres personnes ont écrit un livre autour de l'eau. Jean-Luc Touly et Roger Langlais. Ils écrivent un livre qui, bien sûr, met en attaque énormément Veolia. Le livre il va y avoir une tentative d'interdiction du livre. La seule chose qu'on peut voir, c'est que la personne qui a participé à ce livre sera simplement licenciée au bout de 30 ans de cadre dans la maison Veolia. Donc la liberté d'expression, oui, mais pas sur quelque chose de trop proche. Voilà, c'était juste une petite introduction pour voir un peu comment ça se passe en France. Bien entendu, il y a plein de questions qui peuvent se poser après. L'une des premières que je verrai, c'est donc cette notion anglo-saxonne et cette notion française. Peut-être une deuxième aussi, c'est qu'est-ce qu'il nous reste pour s'exprimer ? Moi, je pense qu'il reste des choses. Je pense qu'il y a des choses à créer. Et puis voir comment aussi, quelquefois, la liberté d'expression s'exprime dans la rue. On peut se poser des questions sur les émeutes qu'il y a eu en novembre 2005.
puisque à partir du moment où les gens n'ont plus de liberté d'expression, ils utilisent d'autres formes, peut-être la révolte, la manifestation, on l'a vu dernièrement quand même sur les retraites, manifestation massive, une des premières libertés importantes, pouvoir aller dans la rue, mais on en a vu aussi les retombées, c'est vraiment une retombée. Voilà. Un petit mot, non, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on va... 2 secondes, là, parce que moi j'habite la banlieue, je pars après. Alors il faut mieux que tu aies un micro parce que personne t'entend. Non, j'ai pas de micro. Ah oui, mais si, on est avec des auditeurs et il faut qu'on les entende. Ouais. Camille, tu peux passer le... Voilà. Tout le monde n'est pas dans la salle. Hein. Tous les auditeurs, il y en a qui sont derrière leur poste. Hein. Oui, vous m'entendez là? Bon, écoutez, tout d'abord, certains me connaissent, ils savent très bien que je suis au parti. C'est-à-dire que, disons que le parti va survivre, c'est la survie. Lequel parti? Le parti le mien, le parti de moi-même, de penser raisonner par moi-même. D'accord. Le parti de la vie, mon cher, pas le parti de la corruption. Hein. Bon. Alors, d'autre part, il y a une chose qui est sûre et certaine, il est comme très difficile de parler comme on disait, on parlait, même dans la liberté d'expression, étant donné au départ que l'individu est déjà exclu de sa propre vie par le système économique. Je ne sais pas si je me comprends. Le gars, quand il travaille, par exemple, n'a aucun pouvoir sur ce qu'il produit, et on lui prête de l'argent, comment dirais-je, pour consommer ce qu'il a produit. Autrement dit, au départ, on prend pour un compte, non par ce système économique, mais aussi bien par un tas d'institutions, de baptême, d'instances de religion, politique, nationalisme, ou, par exemple, prenons le cas de l'école, par exemple. Le but de l'école n'a pas pour but d'émanciper l'individu, elle a pour but de le domestiquer, pour faire un être obéissance, servitude, etc. Comme on va dire là-bas ici, comme de la servitude volontaire. Donc je pense que dans des cas pareils, étant donné que pour moi, l'individu est incapable de penser et de raisonner par lui-même, il pense et il raisonne avec des idées qu'on l'inculpe. Des notions d'État, des notions de patrie, comme tout à l'heure tu parlais de frontières, les frontières ne sont jamais que des barrières économiques, donc il n'y a pas de problème. Comment? Micro. Ouais, je pense que comment on dit avec quel pays tu, moi je suis d'abord de la race humaine, je n'ai rien à foutre des nations, il n'y a pas de problème. Je suis tout ça, je suis un être humain, et je pense que malgré tout l'anarchie, c'est une pense universelle. Combien de fois j'ai vu des cons, même au sein de la Loire, raisonner en disant anarchiste français, comme si ça existait, anarchiste français. On est anarchiste, on l'est pas, c'est tout. Bon, voilà un peu ce que je voulais vous dire. À qui tout est toujours il n'y en a peut-être pas beaucoup de Non, maintenant on reprend donc le cours du débat. On commence donc, c'est Normand Baillargeon qui est venu, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il prend la parole justement sur le sujet, la liberté d'expression. Alors je ne sais pas si Normand va nous parler aussi d'outre-Atlantique, certainement il a un mot là-dessus. À toi Normand. Alors, je vais faire quelques remarques générales pour commencer, puis ensuite je vais traiter de 4 ou 5 points qui me semblent de grande importance, des points un peu plus spécifiques. Je vais regrouper un peu ce que Philippe a dit à ce moment-là. Ce que je veux dire d'abord de manière très générale, c'est que, évidemment, je ne suis pas avocat, je ne connais pas bien la situation française, mais les observations vont se limiter à la liberté d'expression, c'est-à-dire à la liberté d'exprimer des idées, des opinions, des points de vue. Souvent, quand on parle de liberté d'expression, ça peut avoir une extension beaucoup plus large. On peut parler de liberté d'expression dans le cas d'œuvres d'art qui pourraient être condamnées pour obscénité, de pornographie, de types de comportements qui peuvent être répréhensibles. On peut évoquer la question de la liberté d'expression, même dans le cas d'arrêtés de tribunaux qui interdisent la publication de certaines informations, parfois pour des raisons qui peuvent être excellentes, pour protéger un mineur, un enfant qui a été violé, etc. Donc, j'exclus tout ça, on se comprend bien, pour me limiter en tant que non-spécialiste à la simple possibilité d'exprimer des idées, des points de vue, des opinions. Que ce soit le sens de la liberté d'expression tel que je vais l'entendre dans mon propos. J'en suis encore à des remarques générales. La thèse que je défends, et je sens bien qu'il y a une grande différence entre le monde anglo-saxon et la France sur cette question-là, la thèse que je défends, elle ressortit du siècle des Lumières, elle ressortit du libéralisme classique. C'est une thèse selon laquelle il faut protéger la liberté pour tous les individus d'exprimer les idées qu'ils veulent et protéger ça contre l'oppression de la majorité, protéger ça contre la foule, la majorité, l'ensemble des gens qui pourraient vouloir contraindre et restreindre cette liberté d'expression. L'exposé classique de la thèse classique, de la thèse des libéraux classiques, c'est John Stuart Mill, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui a écrit un ouvrage classique qui s'appelle « De la liberté », où il s'efforce justement d'essayer de voir quel est le sens, la nature, la portée
de cette liberté d'exprimer des idées. Et il souhaite la défendre dans sa plus grande extension possible. Et c'est pourquoi il invoque un principe qu'on traduit parfois en français comme étant le principe de préjudice. Alors la liberté d'expression doit être si grande qu'elle n'est limitée que lorsqu'il y a un préjudice important qui est fait à quelqu'un. C'est ça qui serait la limite. Maintenant, on peut discuter de la manière où on va placer cette limite-là, de ce qui constitue un préjudice, mais Mill, dans la version classique, la thèse, encore une fois, a une vision extrêmement forte de ce principe de préjudice. Il faudra que le tort que l'on puisse faire à quelqu'un soit immédiat, extrêmement prévisible et grave. Okay? Pour reprendre un exemple qu'on trouve dans le livre de la liberté de John Stuart Mill, un producteur de maïs, on peut dire dans des journaux, dans la place publique, je pourrais dire ici, le producteur de maïs, les producteurs de maïs d'Angleterre affament les gens, affament le peuple, cause des familles. On peut dire ça. Et personne ne devrait nous interdire de prononcer des phrases comme celle-là. Mais il dit, mais par contre, s'il y a une foule en colère devant chez lui et qui voudrait le pendre, on ne pourrait pas clamer le producteur de maïs, autrement dit, inciter la foule à aller le pendre, et on ne pourrait pas invoquer la liberté d'expression dans ce cas-là. Aux États-Unis, dans les années 60 et 70, des jugements ont été rendus qui allaient dans le même sens. On ne peut pas crier au feu dans un cinéma bondé. On ne peut pas, devant quelqu'un qui a une arme à feu et qui n'a pas tout son esprit, et qui a une foule devant lui, dire « tire ». Et après ça, dire « j'invoque la liberté d'expression pour défendre mon position ». Mais en dehors de ça, et là les limites peuvent être encore discutées, mais la thèse classique sur la liberté d'expression est que la possibilité d'exprimer ses idées doit être si grande qu'elle n'est limitée que par un principe de préjudice à l'application habituellement extrêmement contraignante. Il faut que le préjudice soit plausible, qu'il va probablement arriver, il est grave, il est imminent. Dans tous les autres cas, on maintient un principe très fort de liberté d'expression dans cette tradition qui est celle du siècle des Lumières. Et je rappelle aussi qui est celle de la France à une certaine époque. Hein. On attribue à Voltaire le fameux mot « je déteste ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez l'affirmer et le dire ». Et c'est un principe profondément ancré dans le siècle des Lumières, dans les idéaux du siècle des Lumières. Maintenant, Mill va donner encore une fois une définition assez classique de cette idée-là, en disant, dans une société, même si tout le monde sauf une personne sont d'un certain avis, il est extrêmement important que cette personne-là puisse exprimer l'avis contraire. Et il y a de très bonnes raisons qui me semblent plausibles pour avancer comme ça. À savoir, d'abord, une thèse, même celle à laquelle on est profondément attaché, n'a pas de force si elle n'est pas défendue. Si c'est par habitude, par conviction habituelle, on défend une thèse, si on n'est jamais confronté à l'obligation de la défendre, cette thèse-là perd de sa force. D'où l'importance de défendre nos idées, d'avoir des contradictions, puis des occasions de les réaffirmer, de les renforcer par la confrontation avec des gens qui pensent le contraire. Même si une seule personne n'était pas de notre avis, il serait important qu'elle puisse s'exprimer. Notre thèse, notre idée, si elle est vraie, se trouve renforcée par cette confrontation-là. Ensuite, il y a évidemment le thème, et Stuart Mill revient lui aussi sur cette idée-là, que la liberté d'expression, c'est extrêmement facile de la vouloir pour les idées qu'on aime. Tous les nazis sont d'accord pour l'expression des idées qu'ils aiment. Goebbels adorait qu'on exprime les idées nazies. Mais la liberté d'expression vaut pour les idées, même, je dirais même pas les idées qu'on n'aime pas beaucoup, les idées qu'on déteste. Alors si on est vraiment en faveur de la liberté d'expression, on souhaite l'expression d'idées avec lesquelles on est en profond désaccord. La liberté d'expression va jusque-là. Donc c'est l'essentiel, c'est mes remarques générales sur la thèse classique. Vous comprenez qu'on peut la moduler de différentes manières. Et je tiens à dire, je l'ai dit en commençant, je ne suis pas moi-même un avocat, parce qu'après, il peut y avoir des arguties juridiques importantes dans lesquelles je ne me sens pas compétent pour rentrer. Mais je pense que ça donne une idée de la thèse, de l'ampleur de son déploiement, du sens de son déploiement. Et je suis profondément attaché à une thèse comme celle-là, d'autant que c'est une thèse qui a des profonds accents libertaires. Hein. C'est dans une société civile libertaire qu'une telle conception de la liberté d'expression est vécue et défendue. Là-dessus, je dois avouer que, évidemment, la loi Guesso en France est quelque chose qui, moi, comme beaucoup de militants nord-américains ou de Grande-Bretagne ou Canadiens, nous heurte profondément. On est extrêmement frappé de voir une loi comme celle-là. Je ne connaissais pas le cas, mais c'est madame qui m'a donné un article que j'ai regardé très très rapidement pendant que Philippe nous faisait son fort intéressant exposé. L'article en question est Christopher Hitchens dans The Nation en 1990. 80, corrige-moi s'il te plaît. 84. 84. Alors, Hitchens rappelle, Chomsky a été emmerdé au possible en France à cause de la loi Guesso dans l'affaire Faurisson. Et aux États-Unis, bon nombre de bien-pensants ont cessé de lui remettre sous le nez qu'il avait été poursuivi, attaqué, etc.
Et il raconte qu'à l'université de Princeton, Institute for Advanced Studies, je ne sais pas si vous placez ça, c'est peut-être un des endroits où il y a les plus grands intellectuels au monde. C'est un endroit de très très haute stature. Il y en a un professeur d'histoire qui s'appelle Lewis. Semble-t-il que lui n'a pas cessé, c'est un homme plutôt conservateur, d'attaquer Chomsky dans différentes publications parce qu'il avait été attaqué par l'État français, il avait été mis en cause dans cette affaire. Or, ce monsieur, Lewis, est un historien spécialisé dans l'histoire de l'Arménie. Et il remet en question le génocide arménien. Ce qui fait que quelques années plus tard, lui-même, il était mis en cause par l'État français pour la même loi dont il riait que Chomsky avait été attaqué. Évidemment, à ce moment-là, ce qu'il a dit, ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il aurait dû penser que Chomsky aurait dû faire aussi, ou dire plutôt, c'est que ce n'est pas à l'État français de définir l'histoire. On a le droit d'avancer des thèses. Et s'il me trompe, démontrez-le moi, tu vois. Et je crois, c'est difficile pour moi de comprendre tout ça, je ne vous le cache pas, mais il y a de profondes sensibilités extrêmement différenciées autour de certaines questions. Je le vois bien quand je rencontre certaines personnes. Je ne sais pas qui tantôt a évoqué le nom de Philippe Val. Figurez-vous donc qu'il y a 12 ans, je suis venu à Paris au Salon du Livre, invité par Charlie Hebdo. Et j'ai rencontré Philippe Val, et je me souviens très bien qu'on a eu une conversation sur la liberté d'expression, où je me rendais compte que pour lui, tout énoncé d'une position qui aurait des semblants d'antisémitisme, devait être tout de suite sanctionné par la loi. Et ça me semblait extrêmement étonnant de la part de quelqu'un qui, à l'époque, était plutôt reconnu pour avoir des positions de gauche, en 90. Ça a bien changé. Oui, je sais que ça a bien changé. Je viens de lire les éditocrates, je me suis rendu compte de ça. Donc, voilà, et encore une fois, je ne connais pas bien la situation française pour en parler facilement. Mais il me semble qu'une loi comme celle-là dénote une différence de sensibilité extrêmement profonde et extrêmement troublante. J'ai quelques hypothèses pour l'expliquer, mais on en reparlera si vous voulez. Mais ça reste quelque chose d'assez troublant. C'était mes remarques générales. Je vais maintenant en faire 4 ou 5, un peu plus spécifiques sur des points qui m'apparaissent importants et mérités d'être discutés lorsqu'on parle de liberté d'expression. Mon premier point va dans le sens de quelque chose que Philippe a déjà touché. C'est-à-dire que la liberté d'expression, la liberté d'exprimer sa pensée, a comme antécédent, comme préalable nécessaire, d'abord la liberté de penser, la liberté d'avoir des outils, des moyens de l'exprimer, cette pensée-là. Alors, il ne suffit pas d'avoir en théorie la liberté d'expression, encore faut-il avoir la liberté de penser réelle. Il y avait quelque chose de profondément vrai dans ce que le monsieur a dit tantôt. Quand on est conditionné par un système scolaire, quand on est conditionné par des firmes de relations publiques, quand on est conditionné par des médias à n'être en mesure que d'aborder un certain nombre de questions dans un certain cadre qui est prescrit, c'est évidemment la liberté de penser et d'avoir des idées, d'affronter le monde de manière originale et riche et critique est limitée par le fait même. Et donc, la liberté d'expression, même si elle est formellement acquise, même si elle est vraie, elle est limitée par la liberté de penser qu'ont les gens ou non. Et je ne vous cache pas, vous le savez certainement, autant que moi, mais nous vivons dans un monde où les institutions dominantes ont parfaitement compris ça. D'où l'importance de posséder les médias, d'où l'importance de contrôler le discours, d'où l'importance de contrôler l'image, d'où l'importance de ce que vous appelez en firme les firmes de communication, qu'on appelle chez nous les firmes de relations publiques, qui sont tout autant de moyens de faire en sorte que, malgré une liberté d'expression formelle, les conditions pratiques de son exercice la restreignent férocement. Donc ça, c'est une question qui, me semble-t-il, devrait être importante pour nous, parce qu'on devra se demander comment mettre en œuvre cette liberté d'expression, comment contrer les institutions dominantes, comment élargir le cadre dans lequel on nous force à penser, comment voir ailleurs, comment s'informer ailleurs, comment s'exprimer ailleurs que dans les cadres restreints dans lesquels on tente de nous contraindre. La deuxième chose, qui pour moi a une profonde importance, même si on n'en parle jamais, vous savez peut-être ça, sinon ça vous amusera de l'apprendre, mais jusqu'à la fin du 19e siècle, en gros, et c'est aux États-Unis que ça va se passer tout d'abord, ça, ce qu'on appelle, nous, militaires nord-américains, des corporations. Vous auriez ici des entreprises, ou nous on dit des corporations. Ce qu'on appelle les corporations ont un statut juridique extrêmement limité. Alors les gens, le public, peut créer, pour des besoins de grands travaux, par exemple, une corporation, c'est-à-dire une accumulation de capital avec des fins de produire un pont, ce que vous voulez. Mais ces corporations-là possèdent une charte qui est sous contrôle du public. Et le public peut lui retirer sa charte. Et même très souvent, les corporations ont une durée de vie limitée pour certains travaux spécifiques. Fin 19e siècle, début 20e siècle, les corporations acquièrent un nouveau statut juridique. Et les gens ont du mal à croire ça quand je le dis parfois, mais c'est tout à fait exact, vont finir par, à coup de bataille juridique, acquérir le statut de personne morale immortelle.
Alors, je ne sais pas comment ça se traduit dans la loi française, mais c'est l'équivalent. Bouygues, dont on parlait tout à l'heure, ont un statut de personne morale immortelle ou l'équivalent dans la loi française. Et ces personnes-là ont la liberté d'expression. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Ça signifie que lorsqu'elles ont de l'argent, lorsqu'elles sont en mesure d'acquérir des médias, lorsqu'elles sont en mesure d'acheter de la publicité, lorsqu'elles sont en mesure de s'exprimer, lorsqu'elles sont en mesure d'acheter des élections ou de se payer des candidats, c'est leur liberté d'expression qui est en cause si on tente de limiter ça. Et donc ça aussi, c'est une partie de la liberté d'expression, à mon avis, bien plus importante que les choses sur lesquelles on discute d'habitude, c'est la place de ces entités. Je vous rappelle, les personnes morales immortelles qui ont la liberté d'expression, on ne rit plus. Hein? Là, on se place sur un nouveau plan complet, extrêmement troublant, à mon avis. Troisième remarque que je voudrais faire aussi, pour le cas français, je ne le connais pas, le cas nord-américain, je le connais assez bien, c'est que la liberté d'expression, sa mise en œuvre, son efficacité, son élargissement même, tout ça est fonction du fait que les gens s'en servent. Alors, aux États-Unis, vous trouvez une corrélation à peu près parfaite entre le militantisme social et les jugements rendus par la Cour suprême en termes de liberté d'expression et d'élargissement de la liberté d'expression. Alors, pendant les années 60, début des années 70, quand les mouvements sociaux, les groupes sociaux, les étudiants, les travailleurs sont extrêmement présents, agissent, manifestent, réclament des droits, et bien à ce moment-là, il y a beaucoup de cas qui sont portés dans les tribunaux où on réclame l'élargissement de la liberté d'expression, et ces cas-là sont typiquement gagnés. Dans des périodes historiques où les gens utilisent peu leur liberté d'expression, la font peu valoir, on trouve peu de contestation, et on trouve au contraire de plus en plus de grugeage, passez-moi l'expression, mais de la liberté d'expression et de la possibilité d'exprimer des idées par les entreprises, par les personnes morales immortelles qui utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition. Et je voudrais souligner encore une fois que c'est pas quelque chose d'abstrait ce que je raconte là, c'est extrêmement concret. On voit ça chez nous, par exemple. Laissez-moi vous conter une histoire qui se déroule pas sur la planète Mars, puis pas il y a 1000 ans, mais en ce moment au Québec. En ce moment au Québec, il y a une maison d'édition extrêmement précieuse qui s'appelle Éco-Société. C'est une toute petite maison d'édition qui a publié un grand nombre de livres, qui a contribué au retour de Chomsky, où moi-même j'ai publié une couple de livres, j'en publie encore un bientôt. Éco-Société, il y a 1 an et demi ou 2 ans, le détail de l'histoire, passez-moi les détails, mais c'est en gros ça, l'ordre de grandeur, c'est ça. Éco-Société a publié un livre qui s'appelle Noir Canada. Et c'est un livre qui dénonce les agissements d'une compagnie minière dans le tiers-monde qui s'appelle Barrick Gold, compagnie canadienne. Et bien, dès que Barrick Gold a entendu parler de ce livre-là et a su qu'il était pour être publié, elle a envoyé une injonction à Éco-Société lui réclamant de ne pas sortir le livre. Okay. Alors, beaucoup de petites maisons d'édition, parce que ce sont de minuscules maisons d'édition, nos institutions n'ont pas la force des institutions dominantes, vous comprenez bien. Beaucoup de maisons d'édition auraient probablement arrêté tout de suite la publication du livre. Mais Éco-Société a été de l'avant, et Éco-Société est devant les tribunaux en ce moment avec une poursuite de la part de... Il y a 2 compagnies minières qui la poursuivent en ce moment, mais Barrick Gold, à elle seule, la poursuit de mémoire pour 5 millions de $. S'ils perdent ça, la maison d'édition ferme. Et cette poursuite de Barrick Gold à l'endroit de l'Éco-Société, une personne morale qui poursuit une autre personne morale, cette poursuite, elle a maintenant un nom dans nos pays, en Amérique du Nord, puis au Québec, au Canada. On appelle ça des SLAP. Et je vais vous le donner en anglais. SLAP, c'est un acronyme. Strategic Lawsuit Against Public Participation. C'est-à-dire poursuite judiciaire stratégique contre la participation du public. Alors, vous connaissez, le gouvernement Bush nous a mis à l'oreille et dans le cerveau l'idée de guerre préventive. Mais ça, c'est des poursuites préventives. À des moments où il y a des groupes qui tentent de s'exprimer, les personnes morales immortelles, c'est ces institutions extrêmement puissantes qui contrôlent le discours, le cadre dans lequel on peut exprimer des opinions, et ils n'hésitent plus à faire des poursuites préventives et à mettre à terre, si jamais ils gagnaient ce procès-là. On appelle ça aussi des poursuites bâillons. Vous avez entendu, je trouve que l'expression est jolie, poursuite bâillon, c'est vraiment mettre un bâillon sur la possibilité qu'ont le public ou des institutions publiques d'exprimer certains points de vue. Alors, je pense que ça fait partie du dossier sur la liberté d'expression et c'est extrêmement important. Une autre chose aussi que je remarque, c'est que la liberté d'expression, je vous l'ai dit tantôt, elle est formelle. Je pense que c'est un bien extrêmement précieux à protéger à tout prix, à mon avis. Mais je viens d'indiquer quelles sont les contraintes qui pèsent sur son exercice. Parmi les contraintes qu'il y a aussi sur elle, qu'il ne faut jamais oublier, de la part non plus des entreprises avec les SLAC, comme je viens d'en parler, mais bien des gouvernements eux-mêmes, c'est le mépris qu'ils ont pour le public, le mépris qu'ils ont pour la participation du public, le mépris qu'ils ont pour
la prise de parole des gens et la découverte de la vérité. Et il suffit de regarder ces temps-ci ce qu'on appelle les Wikileaks, je ne sais pas comment vous dites en anglais, mais est-ce que les informations coulées sur le site Wiki par Assange? Alors, aux États-Unis, c'est terrifiant de voir le mépris du public, des politiciens et commentateurs politiques en réaction à ce qui se produit, de voir même, c'est assez formidable, hein, de voir même des appels au meurtre. Alors, il y a aux États-Unis des politiciens connus qui demandent qu'on l'assassine, Assange, carrément. Alors là, on voit une société dans laquelle la liberté d'expression est une si grande valeur, mais le mépris quand même avec lequel ces gens-là peuvent s'exprimer. Et je crois que la contrepartie à ça, c'est évidemment plus de liberté d'expression encore, mais plus de militantisme pour la défendre en pratique, la liberté d'expression. Dernière remarque que je ferai, si vous me permettez, sur ma 5e et dernière remarque, c'est qu'il y a toujours eu dans l'histoire des idées politiques et de la discussion autour de la liberté d'expression, des gens qui ont souhaité remplacer le principe de préjudice de Mill, dont je vous parlais tantôt, qui est un peu le noyau dur de la pensée sur la liberté d'expression en Amérique du Nord, en tout cas dans les traditions anglo-saxonnes. Il y a des gens qui ont toujours cru qu'il fallait le remplacer, ou de moins apporter en complément un principe d'offense. C'est-à-dire l'idée qu'on devrait pouvoir limiter la liberté d'expression dès lors que les gens sont offensés par une parole qui est avancée. Et je voudrais dire qu'à mon avis, c'est extrêmement dangereux. Et vous pouvez imaginer des cas, on en reparlera si vous voulez, mais en ce moment, c'est une chose qui touche beaucoup le mécréant en moi. Comme ça. Je constate avec stupeur que dans plusieurs pays, on invoque maintenant quelque chose de semblable pour limiter le type de discours qu'on peut tenir à l'endroit des religions. Alors, on commence à invoquer des lois blasphématoires, même en Angleterre. On commence à invoquer le fait qu'on ne peut plus blasphémer une religion, qu'on ne peut plus offenser les croyants, qu'on ne peut plus tenir des propos qui sont irrespectueux. On ne peut plus, là ça s'est vu il y a 2 ans en Angleterre, croyez-le ou non, on ne peut plus présenter telle pièce de théâtre parce qu'elle offense la communauté sikh qui est représentée d'une manière qu'elle juge inacceptable dans cette pièce-là. Alors je voudrais dire que c'est connu dans l'histoire des idées politiques qu'il y a toujours eu une tentation de compléter le principe de préjudice par un principe d'offense, et qu'en ce moment, je trouve que c'est assez troublant de le constater, parce que sur le plan des religions, notamment, c'est quelque chose, à mon avis, d'extrêmement troublant. Alors, ça termine les brèves remarques introductives que je voulais faire. J'imagine que dans la salle, il y a des questions. Je lance les questions. Micro. Christiane, ce serait bien que tu continues à parler. Oui, moi simplement, pardon, excusez-moi. Pendant que le micro circule, je voudrais revenir par la suite, effectivement, sur l'affaire Chomsky, puisque au départ, parce que je l'avais suivi un petit peu de près, et puis j'ai retrouvé donc le bouquin de Noam Chomsky qui avait pour titre Réponse inédite à mes détracteurs parisiens, qui était publié en 84 chez Spartacus. Mais voilà, d'abord ta question. Alors, bonjour à tous, Jean-Romain du site Enquête et Débat, un site spécialisé sur la liberté d'expression justement. Alors j'ai 2 questions. La première concerne Internet. Vous n'en avez pas parlé, mais est-ce que vous pensez que ça va dans le sens de la liberté d'expression? Et est-ce qu'il y a des menaces, justement, pas si vous avez abordé via Wikileaks, mais plus largement, est-ce que vous voyez des menaces sur la liberté d'expression permise par Internet? Et la deuxième question, déjà, ça sera la première. Je ne suis pas spécialiste non plus, donc je ne voudrais pas faire comme si ma réponse, c'est une opinion de quelqu'un qui a examiné ça, mais rapidement. Évidemment, comme dans beaucoup de cas, Internet, c'est à la fois des promesses et des périls. Alors je pense qu'il n'y a pas de réponse globale qui vaudrait pour tous. J'ai cité déjà dans un texte il y a 1 an ou 2, alors on a l'impression, on peut avoir l'impression, je crois que c'est naïf d'avoir cette impression-là telle quelle, que grâce à Internet, la liberté d'expression devient totale et tout le monde pourra s'exprimer, cette expression-là sera entière, etc. Évidemment, là aussi, il y a toutes sortes de préalables qui jouent. Hein. On s'exprime, d'accord, mais on dit quoi? Tout le monde a des blogs, mais tout le monde se fout de ce qu'on raconte sur ces blogs-là. Ça peut y avoir à peu près aucun intérêt les 3/4 du temps. Bon, voilà la réalité. Puis il y a aussi le fait que ce dont on parle sur Internet, il faut que ce soit pris quelque part. Il faut que cette information-là soit puisée quelque part. Alors j'aime à citer une étude qui a été faite il y a 2 étés à la ville de Baltimore, au Maryland, aux États-Unis. Alors les chercheurs de l'université ont littéralement couvert tout ce qui s'était dit sur Internet à Baltimore pendant l'été.
Alors, tous les blogs, les sites d'information, les sites de discussion, tout ça. Et la chose assez étonnante qu'ils ont trouvée, enfin, je ne sais pas si tu vas trouver ça étonnant, mais on peut trouver ça étonnant, c'est que de manière extrêmement prépondérante, plus de 80%, tout ce qui était là avait été trouvé par des journalistes à l'extérieur. Autrement dit, il y a encore des gens qui font le travail, qui sont sur le terrain, et c'est eux qui sortent la nouvelle, c'est eux qui sortent l'information. Après, on la reprend, on la commente, on en discute. Ce qui veut dire, moi, mon point de vue, il est, sur cette question-là, ni technophile, ni technophobe. Je suis quelqu'un qui ne pense pas que c'est la même chose dans l'éducation, parce que la question de l'éducation m'intéresse beaucoup. J'espère que c'est pas trop long, ma réponse. Il y a des gens en éducation, de la même manière, qui croient que grâce à Internet, tout va être révolutionné, on aura accès à toutes les informations, on n'a plus besoin de profs, etc. Je ne suis pas un technophile, tu comprends, qui a ces naïvetés-là. Je pense que c'est naïf de penser comme ça. Mais je ne suis pas non plus un technophobe qui dit pas d'Internet dans les classes, pas d'Internet comme site d'information, pas de rue 89, pas de rue Frontenac chez nous. Je pense que ça a sa place, ça a son utilité, mais il faut être bien conscient que derrière ça, il y a aussi les mêmes menaces. Max Stirner parlait des roues qu'on a dans la tête. J'aime beaucoup cette expression-là, qui limite ce qu'on peut penser. On a toujours les fameuses roues dans la tête. Il faut se débattre pour surmonter les limites qu'elles imposent à ce qu'on peut penser. Il faut aller chercher l'information, il faut travailler avec d'autres. Ça reste vrai même sur Internet. Mais c'est effectivement un outil utile et intéressant. Puis il y a des fois aussi des tours de force remarquables, comme les Wikileaks. Comment vous dites, je ne sais pas, vous dites Wikileaks? On l'appelle pareil. Hein. Donc les Wikileaks. Et d'ailleurs, il y a une des preuves que les États, les corporations peuvent limiter l'accès à Internet ou s'en inquiéter. C'est la réaction qu'ils ont en Wikileaks. En ce moment, c'est des réactions complètement démesurées. Vous avez vu jusqu'aux appels au meurtre. C'est fascinant. Moi, je dirais qu'il y a d'autres... par rapport à l'Internet, il y a d'autres problèmes qui se posent. Ce sont toujours les problèmes de pouvoir, de toute façon. Le pouvoir et le pouvoir de l'argent. La preuve, c'est qu'en effet, les sites sont attaqués sur des fonds financiers, très clairement. Ensuite, on sait très bien que, quels que soient les moteurs de recherche, plus on paye, plus on est en haut du moteur de recherche, ce qui fait qu'en fin de compte, le rapport à l'argent n'a pas changé, n'a pas bougé. Je pense que, par contre, là, il y a un fantasme de la part des utilisateurs, justement, d'Internet, en disant, justement, j'ai tout à portée de main. Ben non, c'est pas vrai. C'est comme dans la rue, comme dans les kiosques, on n'a pas tout à portée de main. Ce qu'on a à portée de main, c'est ceux qui ont de l'argent, qui ont le pouvoir. Et que ce rapport de pseudo-liberté d'avoir l'information, mais l'Internet n'a rien changé. Il a repositionné les choses de la même façon. Ça, c'est la première peur. La deuxième peur que moi j'ai par rapport à l'Internet, c'est ce qu'on pourrait appeler le copier-coller. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une information est importante parce qu'on l'a vue pendant 20 fois. Et pendant 20 fois, on a vu le même mensonge. Parce qu'en effet, de nombreux blogs se créent. Maintenant, le blog, c'est facile, n'importe qui peut le faire. Et en fin de compte, je pense, je n'ai pas de statistiques dans la tête, donc je ne vais pas lancer des chiffres là-dessus, mais quand vous cherchez quelque chose, vous retombez par exemple 10, 20, 30, 40 fois sur le même texte. Et le fait de tomber 40 fois sur le même texte fait penser que ce texte est intéressant et que ce texte est important. Donc là, je pense qu'il y a, le premier point, le rapport à l'argent, bien entendu, et là, je pense qu'il y a aussi une déformation de l'information. C'est ce qu'on retrouve sur la télévision. On en parlait tout à l'heure de Bouygues, 25 minutes à TF1, donc la mort de Bouygues, c'est quelque chose de très important. Voilà, je pense qu'il y a les mêmes dangers. Mais je pense que l'Internet les amplifie beaucoup parce que j'ai l'impression qu'Internet fait perdre le sens critique, comme les journaux ont fait perdre le sens critique à un moment, comme les livres. Quand on vous dit ça c'est juste parce que je l'ai lu dans un livre, moi je vois bien des choses qui se passent. Je me souviens très bien d'avoir une personne qui devait faire une étude sur les sectes, les structures sectaires, autoritaires et tout, et qui a fait en effet une excellente étude, une vingtaine de pages, sur le mouvement raélien, et qui montrait que le mouvement raélien est un mouvement fabuleux et fantastique. Bien entendu, parce qu'elle est tombée d'abord sur les 20, 30 ou 40 premiers sites qui ne parlaient que du bien du mouvement raélien, en effet. Mais ces sites étaient du mouvement raélien lui-même. Donc je pense qu'il y a une déformation et un fantasme. Est-ce que je peux rajouter un mot là-dessus, si je permets, parce que en l'écoutant, ça m'est venu. Aux États-Unis, l'an dernier, il y a un monsieur qui s'appelle Negro Ponte, de mémoire, je ne sais pas si tu connais le livre en question, qui a écrit How Google is making us stupid. Comment Google nous rend compte. et évidemment, on doit, devant tout ça, en prendre et en laisser. Je pense qu'il a lieu d'exercer son jugement sur ce qu'il avance, mais l'une des thèses qu'il avance, c'est que on est tous sujets à quelque chose qu'on appelle le biais de confirmation. Nos esprits fonctionnent comme ça, nous les humains. C'est-à-dire qu'on tend à rechercher des choses qui confirment nos opinions et à mettre de côté des choses qui les infirment. Voyez-vous, alors
on est comme ça. C'est difficile de se prémunir contre ça parce qu'on voit volontiers ce qui confirme ce qu'on pense, puis on voit mal ce qui confirme pas ce qu'on pense. Et là, l'exemple classique en psychologie, c'est vous dites à quelqu'un, je vais te donner des chiffres, il faut que tu prolonges la série. Alors tu dis 1, 2, 3, continue. Ouais, la plupart des gens vont dire 4, oui, puis là, moi, je vais juste te dire oui, ça prolonge ou non, ça prolonge pas. Alors la personne dit 4, je dis oui, 5, oui, 6, oui. Là, je dis, bah, encore, je sais, 8, 9, 10. Ah non, c'est pas ça. Et là, les gens sont très étonnés d'apprendre que non, c'est pas ça. Parce qu'ils ont juste essayé un certain nombre de chiffres qui confortaient leur opinion, mais ils n'ont jamais voulu aller vérifier des choses qui ne confortaient pas leur opinion. Et s'ils avaient dit 1, 2, 3, 882, on aurait dit oui aussi. S'ils avaient dit 1, 2, 3, 42 et 7 huitièmes, on aurait dit oui aussi. Mais si on avait dit 1, 2, 3, puis il avait dit moins 4, on aurait dit non. Alors, la règle, c'est qu'il faut toujours que le chiffre suivant soit plus grand. Mais on ne le trouve pas, parce que dès le moment où on a eu quelques instances qui étaient confirmées, on pense que ça y est et on généralise. Et l'exemple que prend Negroponte, c'est quelqu'un qui est dans une fête, et une personne lui dit « Est-ce que tu savais que le féminisme a été inventé par la CIA pour détruire la classe moyenne? » Mais non, je ne savais pas ça. Il retourne chez lui, il prend Google, et il met dedans « Feminism, Middle Class, CIA ». Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve des sites qui expliquent que la CIA... Il y en a beaucoup. Et la beauté de la chose, c'est que chacun de ces sites-là renvoie d'autres sites qui tous confirment la chose. Et pour se défaire de ce piège, de cette trappe, si tu veux, il faudra avoir l'idée d'écrire CIA, féminisme, détruire la classe moyenne, et là marquer hoax, c'est-à-dire un canular. Et là, tu trouverais des sites qui expliquent que c'est un canular. Mais si tu te laisses prendre dans cette logique de confirmation constante, effectivement, il y a des risques. Hein. Puis pour s'en sortir, il faut penser autrement, il faut penser avec d'autres. C'est la logique de hein? Il y avait une deuxième. Oui, Une deuxième. Ah non, il y a une deuxième question. La deuxième question rapide. Vous avez parlé de la tyrannie de la majorité de John Stuart Mill. Et en fait, moi, je voulais avoir votre avis sur la tyrannie des minorités. Il y a ce qu'on appelle l'effet Olson qui a été analysé, c'est que la majorité a plus de mal à défendre ses propres positions que la minorité, parce qu'il y a plein de... Je ne rentre pas dans le détail. Mais la tyrannie de la minorité, par rapport à la liberté des minorités, par rapport à la liberté d'expression, est-ce que vous ne voyez pas ça comme... ça a été un peu abordé d'ailleurs, mais est-ce que vous pouvez développer s'il vous plaît? D'abord, je ne sais pas si j'ai dit que c'est l'expression de John Stuart Mill, mais c'est plutôt la tyrannie de la majorité. C'est une expression d'un Français, Alexis de Tocqueville, c'est ça qui a inventé cette... Mill pensait quelque chose d'assez proche. Là. Mais je crois que c'est deux choses différentes. Parce que tu sais, c'est des expériences de psychologie sociale qui portent sur des petits groupes, alors qu'eux, ils pensent en termes sociopolitiques pour l'ensemble d'une communauté. Et ce qu'ils voulaient défendre, c'était donc la possibilité pour une minorité de ne pas être opprimée tendancieusement ou même non tendancieusement par la majorité qui exprime sa position. Mais je pense que c'est deux choses différentes, dans la mesure où l'autre, c'est dans le fonctionnement des petits groupes qu'on étudie en psychologie sociale. Je peux me tromper, mais je ne vois pas que le lien soit nécessairement très juste, que le rapprochement soit nécessairement très juste entre eux. Est-ce qu'il y a une tyrannie des minorités? Moi, je pourrais quand même répondre un peu. Oui, je pourrais quand même répondre un peu par rapport aux minorités. Moi, je pense que je ne peux pas parler en termes de tyrannie, mais je pense qu'en effet, les minorités sont plus offensives. Parce que, je veux dire, on pourrait le voir actuellement dans des mouvements sociaux, par exemple, on peut le voir dans beaucoup de lieux. Je veux dire, ça a été le combat sur l'homosexualité, par exemple, qui était une minorité. Pourquoi? Parce que, je veux dire, quand tu es minoritaire dans un lieu, c'est vrai que tu as besoin de te battre beaucoup plus et tu as besoin de te montrer. Je ne parle pas en termes de tyrannie, mais je pense qu'en effet, au niveau expression, les minorités se battent beaucoup plus et s'expriment beaucoup plus, parce qu'elles sont pas reconnues et écrasées. Mais je ne parlerai pas en termes de tyrannie, mais par contre, je parlerai simplement sur le fait qu'on les voit beaucoup plus s'exprimer. Je ne sais pas si ça... Le micro, oui, bonjour. Moi, je parle... Attendez, pas tous en même temps. Excusez-moi. Moi, je parle du blasphème politique dans le quotidien, qui prend de plus en plus de proportions. Si on est dans un groupe, on veut dire, salaud, du gouvernement, etc., tout de suite, il y a les flics et on est embarqué. Ça s'appelle du blasphème au quotidien. Et j'entendais ce matin... l'émission Le Charpentier. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Ah, c'était super bien. C'était grâce à mon copain Christian. Oui, mais moi je pense que le blasphème politique, c'est maintenant, on peut plus être dans la rue avec un groupe et puis à dire, comme d'habitude, on parle politique puis on dit des gros mots. Et bien maintenant, ça parle plus ça.
Est-ce que, oui, même si vous êtes un automobiliste, vous dites un mot un peu plus normal, quoi, c'est normal, eh ben on va au poste. C'est tout. Oui, c'est la notion de délit d'outrage dont on a beaucoup parlé ce matin, en effet, avec Jean-Jacques Renaud. Dans le fond, voilà. Un barbu. Juste, je voulais dire simplement que, bon, les minorités, je sais pas, je vois les groupes d'extrême gauche ou anarchistes, on les voit pas sur les télés. Hein. Donc, ils n'ont pas une visibilité énorme, quoi. Puis, concernant les automobilistes, je voudrais répondre à la dame. Déjà, avoir une voiture, c'est grossier, parce que ça t'envoie de la merde dans la gueule. Moi, je trouve ça grossier. En plus, si ça tombe dedans, ça tue. Hein, voilà. Camille, ici, voilà, madame. Alors, Serge, Mais là, on saute sur tout le monde, attention. Hein. Tu fais un geste, moi je te donne le micro. Oui, je crois que tu avais abordé un petit peu le sujet, et moi je suis assez sensible à ça. C'est-à-dire que effectivement, ce qui est important, effectivement, c'est tous les moyens qu'on a de s'exprimer, mais c'est la capacité de s'exprimer, c'est-à-dire d'avoir des idées, tu l'as abordé, et ces idées de les confronter à d'autres. Et ça, c'est souvent, on se fait des idées, ça peut être par rapport à Internet, par rapport à aux gens qui nous entourent. Donc c'est une espèce de consensus avec soi-même qui se crée, et on est relativement piégé par ça. Et je vais prendre un exemple, donc je vais chercher dans un domaine qui m'intéresse, et dans les populations dites primitives. On va parler des Kanaks par exemple, et ça se pratiquait encore il n'y a pas si longtemps. Dans les tribus Kanaks, par exemple, celui qui était nommé chef, sachant que le chef, ça n'a rien à voir avec le chef ici, c'était souvent le dernier arrivant. C'est-à-dire pourquoi? C'était quelqu'un qui, venant de l'extérieur ou arrivant récemment, avait peut-être des idées qui n'étaient pas les idées habituelles. C'est pas pour ça qu'il l'emportait, hein, parce que être chef, ça ne voulait pas dire. Hein. Et je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, certainement basé sur des choses extrêmement concrètes. Bon, ça c'est un peu une image, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, effectivement. On peut très facilement rester en cercle fermé, et c'est souvent dans la discussion, dans l'échange avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, et des fois qui nous hérissent beaucoup, que finalement on affine ses positions, éventuellement on les fait évoluer aussi, pourquoi pas. Et je pense que ce n'est pas uniquement les moyens que l'expression, c'est aussi nous-mêmes au départ, quoi. Et bon, moi je suis sensible aux gens qui essaient de voir les idées des autres, qui essaient de voir ce qui se passe ailleurs. Souvent, quand on va dans un autre fonctionnement, on s'aperçoit que finalement, ce qu'on croyait qui était naturel chez nous, finalement, il y a peut-être d'autres façons de prendre des positions. Bon, pour terminer là-dessus, je suis assez sensible lorsqu'il y a des décisions à prendre dans un groupe, quel qu'il soit, à la notion de consensus. C'est-à-dire le consensus oblige justement à discuter dans un groupe avec ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils soient minoritaires, majoritaires ou pas. Alors effectivement, des fois, ça prend du temps. Mais des fois, peut-être ce temps n'est pas perdu. Voilà. Un commentaire? Oui, pour... Le micro, là. J'ai du mal à m'exprimer, alors... Non, il n'y a pas de problème. Voilà le micro. Je m'appelle Bernard. Par rapport justement à la question... pour la majorité des médias, la majorité des médias qui désinforment, et la minorité qui désinforme aussi, parce que l'extrême droite, machin, et d'autres minorités qui informent et qui n'est pas compris par le peuple, parce que et c'est un peu des bouteilles à la mer qu'on jette quand on informe réellement les choses pour, disons, se développer. C'est des bouteilles à la mer parce qu'il n'y a pas de vulgarisation des personnes qui écrivent, parce qu'ils ont beaucoup de temps à écrire, à étudier, et les personnes qui devraient être informées n'ont pas de temps non plus pour aller s'informer et apprendre, parce qu'il ne suffit pas de lire. C'est comme vous dites Internet, mais les livres c'est exactement pareil. Combien d'étudiants ils vont dans les bibliothèques et ils cherchent un livre qui a été repris
et la barrière, elle est toujours la même, quoi, entre les gens qui ont les moyens de désinformer et les gens qui voudraient s'informer, mais qui ne peuvent pas vraiment éduquer, parce que c'est informer et éduquer qu'il faudrait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Oui, ça recoupe un peu la remarque de la personne qui est partie sur penser par soi-même. En effet, on parle souvent de liberté d'expression, mais c'est vrai que, et je pense qu'une autre personne l'a dit, c'est aussi la liberté de penser par soi-même. Donc, en effet, on peut se poser la question sur les médias actuels, que ce soit les télévisions, ceux qui touchent tout le monde. Je ne sais pas quel est le pourcentage de télévision dans la salle. Ça doit être à peu près similaire au nombre de portables ou quelque chose. Je crois que le portable a multiplié quand même par rapport à la télévision. Donc le problème, c'est savoir avoir des sources d'information et penser par soi-même. Alors justement, là, je pense que c'est un des éléments les plus importants, puisque tout à l'heure, on parlait de la liberté d'expression, au moins de le dire, et on parlait des moyens. On a vu un peu par rapport aux journaux, aux télévisions, etc. Et une chose qui est très importante, c'est quels moyens on peut mettre en œuvre, justement pour que les gens puissent s'exprimer et penser par eux-mêmes, parce que les deux sont totalement liés. J'ai cité le cas d'Attaque 2005, qui est un cas spécifique parce que je trouve qu'il est assez intéressant, mais c'est vrai que maintenant il faut réfléchir comment on peut créer nous-mêmes nos propres moyens d'expression et de réflexion. Il y a eu déjà des choses, bon moi je pense à une expression qui m'a fait rire, c'est aux États-Unis les micro-radios par exemple, ce sont des gens qui font de la radio dans la manifestation, pour les gens qui sont aussi dans la manifestation. C'est-à-dire que ce sont les gens qui font leur propre information sur le réel, ils sont dedans. Ça, c'est un moyen. Il y a la vieille idée des universités populaires, qui sont venues un peu au bout du jour, où il y a des lieux où on peut aller chercher une information qui est différente, une information qu'on pourrait mettre entre guillemets militante ou non militante, mais j'ai du mal à la fin. Mais je pense que la question qui se pose actuellement, c'est quelle technique on peut utiliser pour créer d'une part l'information et aussi pour se la transmettre, sachant que les médias dominants, on ne les aura pas. Faut dire, ils sont complètement liés au fric, on n'a pas le fric et puis c'est tout. Et on ne l'aura pas de toute façon. Donc quelles sont les techniques, quels sont les médias que l'on peut créer? Je pense que le problème, il est là. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire, moi encore. Hein. Je n'ai pas d'idées préconçues, j'ai des petites choses de pratique, des réunions, parce qu'il faut qu'on se réunisse, tout un tas de choses dans ce genre-là. Mais c'est vrai que cette liberté d'expression, tant qu'elle ne passera pas par la liberté de penser, qui est quand même la première étape, ça ne sert à rien de se poser la question de diffuser, si on n'est pas capable de la penser nous-mêmes. Le livre, c'est pas suffisant, et je pense que l'Internet n'apporte rien. Est-ce que je peux juste m'inscrire en faux par rapport à Internet, ce que vous avez dit tous les deux tout à l'heure? Moi, je pense justement par rapport au Wikileaks, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de hackers, qui notamment fout la merde à Amazon, qui s'est retiré, qui a condamné donc... il y en a plusieurs. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il y a une sorte de contre-attaque. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez costauds en ce qui concerne l'informatique. Et en plus ça, moi je l'ai mis en relation parce que dernièrement, il y a eu aussi une attaque de l'administration iranienne. Là, je ne pense pas que c'est les hackers, je pense que c'est les États qui les gouvernements, les gouvernements, notamment, je pense, les États-Unis et Israël certainement. Donc il y a ça. Donc ça veut dire que quelque part, quand même, si on peut rentrer dans le système et foutre la merde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là d'intéressant? Et on parle même, enfin bon, tu me diras, c'est sur Internet, Philippe, donc toute proportion gardée, de première guerre informatique. Donc est-ce que quelque part, là, il y a, disons, parce que dans tout système, il y a toujours un petit angle mort, un petit truc quelque part où on peut rentrer et peut-être justement mettre à mal ce système. Et je pense que cette expérience justement avec Julien Assange est intéressante là-dedans, parce que bon, lui il s'est fait plus ou moins piéger, parce qu'on a découvert qu'une des nanas était liée à la CIA, donc il y a eu toute une chose, on sait que bon, il a été piégé, on appelle au meurtre, puisque c'est publiquement des politiques états-uniens ont appelé au meurtre, côté démocrate et côté républicain d'ailleurs, sans différence. Donc je me demande s'il n'y a pas quand même, quelque part, un point où on peut appuyer, et puis... Oui, moi je pense que là il y a deux vies. Alors quand je dis qu'il y a deux vies, c'est que Internet est un monde, et parfois la vie c'est autre chose.
Dans le sens où, moi je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'amis sur Internet. Oui. Mais je connais des gens aussi qui rentrent tous les soirs soigner leur poisson rouge sur Internet. Et donc pour moi, Internet, c'est un autre monde. Non, mais il y a même, Philippe, il y a même mieux. Il y a des recettes de cuisine, je sais. Mais non, pas des recettes de cuisine. Non, non, je parle des petits animaux que tu crées. Ça, qui donne à manger à son poisson rouge. Second life. Oui. Donc c'est pour ça que moi j'ai du mal à relier directement Internet à la vie. Parce que j'ai l'impression que quand on est face à Internet, sauf peut-être des recherches documentaires ou des choses dans ce genre-là, j'ai l'impression qu'on est hors de la vie. Et je ne suis pas certain que ce soit le lieu où on puisse se faire les idées et la réflexion. Parce que Internet, il va dans un seul sens. Non, je ne parle pas des idées de la réflexion. Je parle d'attaquer un système. Oui, d'accord. C'est autre chose. Mais c'est le système Internet. Et c'est pour ça que moi je suis assez moyen par rapport à ça. Pour moi, c'est un autre monde qui peut servir, bien entendu. C'est un outil comme un autre qui peut servir, ni plus ni moins, mais c'est pas là la solution. Mais quand tu fais appel à, par exemple, le fait de prendre, créer une télé et une radio, tu passes automatiquement par la technique, tu passes automatiquement par des canaux où quelque part tu vas être contrôlé par un système, à un moment donné ou à un autre. D'être complètement libre à partir du moment où tu es dans la technique, tu deviens dépendant de quelque chose. La question est après, comment peut-on éviter d'être dépendant, en tout cas d'être le moins possible, et d'avoir un certain levier, toi, pour justement lever ces interdits et ces contrôles. Je ne sais pas, Normand, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'ai dit tantôt, je n'ai pas de position de principe sur cette question-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est je ne pense pas qu'on peut se dire noir-blanc, je ne pense pas qu'on peut généraliser à tous les cas. Je pense que c'est pas mal au cas par cas, l'usage qui en est fait, les personnes. Moi, personnellement, Internet a changé ma vie sur plein de plans. C'est comme universitaire pour accéder aux revues, vous connaissez tout ça. Le monde dans lequel j'ai fait mes études et le monde dans lequel je travaille maintenant, on est passé de la préhistoire à l'an 2000 en 10 ans. C'est exceptionnel. Donc là-dessus, c'est extrêmement riche. Il y a des possibilités immenses. Il y a aussi des menaces, il y a aussi des limitations. En ce moment, sur le cas Assange, moi, je suis très content de voir ce qui se passe, puis j'attends de voir ce que ça va donner, parce qu'on sait très bien que les États peuvent réagir aussi en ayant des moyens de refermer et de contrôler cet espace de liberté-là s'il devient menaçant pour eux. C'est ce qui se produit en ce moment. Mais là encore, il n'y a pas de recette pour évaluer ça, parce que si le gouvernement intervient, comme en Chine le fait par exemple, c'est pour restreindre les espaces de liberté, mais là tu as des hackers, puis tu as des gens qui vont élargir cet espace de liberté, qui vont tenter d'en conquérir d'autres, donc ça devient un outil comme un autre avec lequel on travaille. Moi, je suis personnellement très content, je trouve ça jouissif de voir les attaques qui sont menées en ce moment, parce qu'en fait, ils ne s'attendaient pas à ça. Hein. Et ce qui est pour moi très fascinant encore, je l'ai dit tantôt, je le répète, c'est de voir la réaction des institutions dominantes à ça. Ils sont terrifiés, hein. Ils sont littéralement terrifiés par ces révélations-là, bien qu'il n'y ait pas grand-chose, je pense, qu'on ne soupçonnait pas d'avance là-dessus, mais de voir ça étalé comme ça les gêne manifestement beaucoup. Ouais, moi, je dirais, c'est ce genre de choses, je vais attendre 3-4 ans. Oui, c'est ça. Parce que là-dedans, je veux dire, tu parlais de la prise de la technique quand on fait un média, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, quand je regarde TF1, je sais que c'est brouillé. Quand je regarde un site ou n'importe qui, je ne sais pas qui il y a derrière. Alors, j'aime bien savoir qui a écrit, pourquoi écrit et qui a l'argent qui permet d'écrire. Pour moi, c'est un critère qui est relativement important. Donc, sur ce qui se passe actuellement, personnellement, je vais attendre un peu avant de même d'y réfléchir et d'y penser. Parce que les manipulations sont tellement faciles. On sait très bien que sur le net, c'est ce que je disais tout à l'heure, il suffit qu'une personne dise quelque chose, c'est bon, on peut la retrouver sur 100, 200, 300, 500 sites l'espace de 2 heures après. Et en termes de réalité, vérité et tout, ça n'a pas de valeur. Donc c'est vrai que moi, par rapport à ce qui se passe actuellement, je vais attendre 3-4 ans que ça se passe. Je mettrai un petit bémol, Philippe, parce que tu dis 3-4 ans. Je te rappellerai, on est dans le tout Internet. Oui, parce que c'est sérieux ce que je veux dire dans le TTU. En informatique, il y a une loi qu'on appelle la loi de Moore, qui nous dit en gros que selon les variables qu'on mesure, pour mesurer ces choses-là, il y a plusieurs possibilités. La puissance des ordinateurs double à peu près 12 mois. Alors la vitesse avec laquelle les phénomènes se produisent, de notre vivant, on l'a vu, hein, rappelez-vous, je ne veux pas dire de conneries, là, mais c'est peut-être probablement que le téléphone portable que chacun de nous a dans ses mains est, je veux dire un chiffre comme ça, mais 1 million de fois plus puissant que l'ordinateur qu'utilisaient tous ensemble les scientifiques du MIT en 1971. Alors c'est ça la vitesse de doublement de la puissance des ordinateurs, c'est ça la loi de Moore. Et je ne rentrerai pas là-dedans, mais il y a des gens qui sont... Donc le mieux, c'est de vivre pas très longtemps, quelques jours, comme ça on aura tout fait en quelques jours, c'est super. Il y a une question là, voilà.
par rapport au lien qu'il y a entre la vie réelle et Internet. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que Wikileaks, en l'occurrence, ça met en avant justement ce lien. Il y a un homme politique que je n'aimerais pas parce que j'aime pas trop, mais il a dit l'autre jour, c'est la tyrannie de la transparence. Et je suis assez d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'on va passer d'une liberté d'expression à une obligation d'expression en fait avec ce genre d'événement, puisqu'il y a des gens qui mettent en avant des choses qu'on voudrait cacher. Alors là, c'est au niveau diplomatique. Je pense qu'au niveau de notre vie publique de tous les jours, tout ce qui est système de vidéosurveillance, etc., c'est assez lié au final parce qu'on nous oblige à nous montrer, on nous oblige à nous montrer, à expliquer nos trajets avec nos cartes Navigo, à expliquer ce qu'on fait à chaque péage, qui passe à quel moment, etc. Et est-ce qu'on passe pas justement avec Wikileaks et l'acceptation de ce genre de système à une liberté d'expression, à une obligation d'expression? Est-ce que voilà, on ne contraint pas des gens qui voudraient cacher des choses à les exprimer? Et est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on biaise pas un peu le système en se basant sur une liberté d'expression? En fait, on oblige les gens à s'exprimer et du coup, on va tomber à terme dans une forme de dictature. Oui, disons que moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une liberté d'expression de certains à une obligation de lecture ou d'information des autres. Moi, honnêtement, par rapport à ce qui se passe actuellement, les documents, j'en ai rien à foutre. D'abord, au quotidien, ça ne va pas changer ma vie. On a beau nous dire que c'est très très important, on nous matraque que c'est très important. Moi, je le nie totalement. Ça ne guérit pas de mon rhume, ça ne fait rien de particulier. Mais par contre, on m'oblige à prendre un temps, vous savez, le temps de réflexion pour Coca-Cola, comme disent certains, ça m'oblige et ça monopolise un temps que j'aurais préféré utiliser à autre chose, parce que pour moi, ça ne me concerne pas. C'est pas vrai, c'est un jeu diplomatique, c'est un jeu de n'importe quoi. On ne sait même pas pourquoi c'est lancé, ça, par exemple. Actuellement, on dit c'est vachement bien, mais qu'est-ce qu'il y a comme manipulation derrière? Il faudrait peut-être revenir sur qu'est-ce que Wikileaks, parce que c'est peut-être un petit peu rapide de voter en touche de cette manière-là. Moi, je pense, alors au contraire de Philippe, que je pense qu'effectivement, les 250 000, je crois, d'informations, c'est absolument énorme, il faudrait tout recouper, enfin bon, on n'est pas capable, il ne faut pas y passer, je ne sais pas combien de temps et combien de personnes. En revanche, pour certains des éléments, c'est pas totalement inintéressant, dans le sens où ça peut quand même soutenir des hypothèses ou des thèses intéressantes qui ont été avancées avant dans des analyses de situation, en ce qui concerne par exemple le Moyen-Orient ou l'Afghanistan. Et pour ça, je voudrais revenir à une affaire qui a eu lieu en 1971, qui était une affaire pour moi qui était un peu semblable, qui a fait grand bruit à l'époque. C'était une étude sur la guerre au Vietnam qui a été destinée au Pentagone et au gouvernement Nixon, qui avait été photocopiée et donnée ensuite au New York Times pour parution. C'est l'affaire Daniel Ellsberg, je crois que Ellsberg. Ça s'appelait comment? Les Pentagon Papers? C'est la personne qui était responsable de la politique étrangère aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, Cambodge, Laos, McNamara, qui avait demandé une étude assez systématique de ce qui s'était passé entre 1945 et 1967, tout ça s'est arrêté, de ce qui s'était passé durant toutes ces années pour les opérations militaires menées par les États-Unis là-bas. Et ce document-là, qui était destiné à être vu que par le Pentagone et les autorités officielles, ce document-là, effectivement, le détail de la chose, je ne suis pas en tête, mais le document en question a été photocopié et passé à Daniel Ellsberg. De mémoire, c'était le fameux journaliste d'affaires du Watergate. Donc, c'est ce journaliste-là, il y a eu une bataille juridique parce que le gouvernement américain souhaitait absolument pas la divulgation de ces documents-là, qui ont finalement été divulgués. Et de mémoire, la Cour suprême des États-Unis a finalement tranché que la possibilité d'une société démocratique exigeait une presse libre qui ait accès à tous les documents et qui les publie. Et donc, les documents ont été publiés. Ça s'appelle les Pentagon Papers. De mémoire, une des éditions au moins, il y a une préface de Chomsky à cet ouvrage-là, parce que c'était effectivement un document de première main qui donnait directement accès aux délibérations, aux prises de position et aux prises de décision des acteurs politiques majeurs sur au moins ces trois conflits-là. Et c'est là-dedans qu'on a appris certaines vérités sur les décisions américaines relatives au Cambodge ou au Laos, par exemple, qui prolongeaient la guerre par tous les moyens, qui bombardaient anything that flies and anything that moves, disait-on. C'est un bombardement absolument jamais vu, même pendant la Deuxième Guerre mondiale au Cambodge. Alors, ce sont des informations extrêmement importantes et c'est un précédent avec lequel on peut faire un parallèle sur les fameux Wikileaks, je pense. Alors, c'est quoi les Wikileaks?
Il y avait un monsieur là-bas, je crois, avant. Oui, ça c'est simplement pour TF1. TF1, je n'adhère pas du tout à ce type de manipulation de l'information. Mais dernièrement, je suis tombé sur une vidéo sur le travail des enfants en Bolivie. Bah bon, c'est quand même éclairant, quoi. Et aussitôt, j'ai envoyé des mails dans tous les coins en Bolivie, là-bas. Les ambassades, les collèges, les machins. Deuxième point, concernant effectivement la liberté d'expression sur les blogs, par exemple Le Monde, à chaque fois mes commentaires ils sont gommés. Alors tu es obligé d'écrire au directeur du blog, au chef du blog, pour lui dire écoute, qu'est-ce qu'il a mon commentaire, en quoi il te froisse, tout ça. C'est une perte de temps folle, quoi. Alors, oui, Wikileaks. Oui, oui. Je voulais revenir, moi, juste un petit peu plus tôt dans le débat sur les différentes façons de concevoir la liberté d'expression entre l'Amérique du Nord et puis l'Europe, pour faire vite. Moi, il m'apparaît, je ne connais pas bien finalement la situation en Amérique du Nord, mais qu'il y a une convergence forte quand même dans les façons de penser. Et que ce jeu-là, il s'opère aussi en marquant une ligne de démarcation, par exemple, entre deux points de vue qui sont censés s'opposer, puis en marquant bien la limite entre les deux, on arrive à dire, ben non, regardez, finalement, il y a une vraie liberté d'expression possible, voilà, alors que ces deux points de vue sont finalement assez convergents, assez proches. Et ça me semble s'opérer de la même façon en Europe et en Amérique du Nord. J'aimerais bien qu'on détaille un petit peu ce point-là. Est-ce que c'est des conceptions plus anciennes qui permettent aujourd'hui d'avoir des façons de penser différentes, ou est-ce que cette convergence s'opère bien de la même façon? Moi, ce que je peux... Je ne sais pas si ma question était très claire. Je sais pas, mais ça m'a donné l'idée. Moi, ce que je peux voir actuellement, c'est que la liberté d'expression, par exemple en France, est beaucoup demandée par la droite et par le pouvoir. Parce qu'en termes de liberté d'expression, on voit toutes les libertés qui sont théoriquement fondamentales, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, ou des choses dans ce genre-là. Et qu'en réalité, cette liberté d'expression, elle a été plutôt freinée par les gens qui se disent de gauche, bon, bah, Guessou était communiste, hein, c'est pas un problème, mais qu'en fin de compte, défendre actuellement la liberté d'expression, moi, me pose aussi des soucis sur la liberté d'expression de type américaine, peut-être, ou Amérique du Nord, parce qu'en fin de compte, c'est défendre le pouvoir. Le pouvoir, lui, a la liberté d'expression, parce qu'il a les moyens. Nous, on peut crier à la liberté d'expression, mais on n'a pas les moyens. Donc on défend qui dans le jeu? On défend qui? Je ne sais pas. Alors là, moi, je suis vraiment pas d'accord. Mais on va prendre une question d'abord, peut-être qui rejoint un petit peu ce qu'on est en train de dire. Pour moi, Wikileaks, je n'ai jamais tapé sur mon recherche Google. Mais j'ai vu je vais faire la publicité à la poste.fr parce que j'ai un compte là-bas, j'ai vu que dans quelques jours, ils vont parler de Guantanamo. Hein. Donc, moi je pense que c'est des médias un peu réchauffés, parce que c'est vrai que c'est atroce là-bas, mais c'est quand même un peu plus réchauffé. Donc, et j'ai vu en France qu'ils parlent dans les années 2020-2030. Alors, je me dis, merde, alors on n'a plus rien à dire aujourd'hui sur ce qu'il faut faire. Alors, on parle de 2020, 2030, on parle de 1980, de 1990, de 2000, quoi. Mais aujourd'hui, on n'a plus rien à dire. Tout va très bien. Voilà ce que je pense un peu de Wikileaks. Et je pense aussi que c'est un truc social, hein, un réseau social qui va grandir, et quand ils auront beaucoup d'internautes, et là, qui vont commencer à balancer n'importe qui, n'importe quoi, on voit comment marchent un peu les médias. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Mais vous dites à chaque fois, on voit un peu comment ça marche, les médias. Mais moi, je ne vois pas comment ça marche. Moi, j'aimerais bien connaître un petit peu ce qu'il y a derrière. Quand on dit Wikileaks, d'où vient Wikileaks?
qu'est-ce que c'était, comment ça s'est formé, qui est-ce qu'il y a derrière, etc. On ne peut pas juste dire « Ah ben oui, mais c'est comme ça » ou derrière TF1, etc. Il faut savoir, il faut être au cœur de dedans pour voir exactement comment ça se passe. Que ce soit les radios, que ce soit les télés, que ce soit Internet. Je crois que c'est là où on peut trouver peut-être des moyens de soulever des choses et de pouvoir se défendre et de pouvoir contre-attaquer. Comme tu dis, la liberté d'expression, c'est demandé par la droite, etc. Moi, je pense, écoute, au cas des Wobblies, des IWW, s'il n'y avait pas eu ce premier amendement, s'il n'y avait pas eu ça, qu'ils ont utilisé pour aller dans la lutte, pour à chaque fois se faire emprisonner, mais à chaque fois il y en avait d'autres qui arrivaient, et à chaque fois dire non, moi c'est le premier amendement, donc j'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de faire ça, le syndicalisme révolutionnaire c'est quelque chose que j'ai le droit, parce que j'ai le droit de l'exprimer, mais si on commence à se restreindre dans des choses, moi je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve effectivement comme Chomsky qu'en France, la liberté d'expression est hyper restrictive, hyper restrictive. Oui, mais justement, j'arrive. D'abord, il y a des problèmes d'époque. La deuxième chose, je pense que Norman nous a bien expliqué comment, justement, en période de pression, la demande de liberté d'expression est fondamentale et elle pousse, mais comment elle régresse très rapidement. Je prendrais simplement les radios libres. Il reste quoi actuellement de cette liberté qui a été gagnée quand même, puisque ça a quand même été un combat dans les années 70, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qui reste actuellement des radios libres? Qu'est-ce qui reste? Des radios Afrique. Donc il faut remettre ça dans des contextes. Et c'est vrai que le contexte, Norman le disait assez bien tout à l'heure, c'est que c'est au moment des luttes, et c'est à ces moments-là qu'il faut les prendre, parce que c'est vraiment à ces moments-là. Mais s'il n'y a pas de lutte constante par rapport à ça, on s'aperçoit que la lutte, elle est faite par d'autres, pour d'autres raisons. Je veux dire, associer la liberté d'expression à la liberté d'entreprendre, c'est une lutte qui a lieu en ce moment, moi, qui me fait peur. Parce que c'est la notion de libéralisme, c'est pas autre chose. Cette liberté d'expression, elle est intégrée dans la notion de libéralisme. Elle n'est pas pour nous, c'est pas vrai. Et je ne vois pas comment on peut la défendre en parallèle avec eux. C'est tout. Ça ne veut pas dire que je suis contre la liberté totale, parce que je pense qu'en effet, comme j'étais obligé de travailler un peu dessus, je pense qu'en effet que la liberté totale est la seule possible. La liberté restreinte n'a pas de sens. Mais le problème, c'est actuellement les combats qu'il y a ne sont pas les nôtres, parce qu'ils sont faits dans d'autres sens. C'est tout. Faisons-le. Ah ben d'accord, mais moi je ne suis pas contre. Quand on parle de pression. Quand on parle par Elle est exemple... où la pression sur la liberté d'expression actuellement? Elle n'existe pas, mis à part par la réaction. Tu as choisi l'exemple des radios libres. Aujourd'hui. Je pourrais... Un homme en état... Moi, je me méfierais de jugement à l'emporte-pièce sur ces questions-là, qui diraient tout est noir ou tout est blanc, ou que ce combat-là ne me concerne plus avec respect. Et je pense que c'est un combat qui est extrêmement important. Il ne faut pas le perdre de vue sous prétexte qu'il peut être instrumentalisé ou détourné par d'autres. Ça, c'est la première chose que je dirais. Et je dirais que contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire, je peux me tromper parce que la situation française est moins familière qu'à vous, mais je crois qu'en ce moment, il y a justement un beau bouillonnement autour de la loi Guesso. Il y a justement une belle contestation, une belle prise de conscience, Moi, j'ai signé une pétition qui réclame l'abrogation de cette loi-là, comme beaucoup de gens l'ont signé. J'ai vu des centaines de noms de Français qui ont signé cette pétition-là. Et je pense que c'est un mouvement qui est utile et qui est important et qui concerne justement la préservation d'une liberté, le maintien, l'accroissement d'une liberté importante. Tu parlais des radios françaises que je ne connais pas, là, mais il est clair que, émergeant vraisemblablement dans les années 60, 70, dans le courant de lutte, ils ont ensuite été ravalés, bouffés, réduits au silence par le néolibéralisme triomphant des années 80 et 90. Mais là, c'est une occasion de lutter, encore une fois, sans perdre de vue nos objectifs, sans perdre de vue les moyens dont on dispose, qui sont très souvent des moyens comme la raison, la liberté d'expression, les lieux pour exprimer nos idées, des efforts faits pour convaincre, informer, rendre disponible l'information, attirer à nous des gens. Et ce travail-là, c'est le travail militant de terrain qui est fait depuis toujours, depuis les Wobblies au 19e siècle jusqu'à nous. Ça n'a été que ça, notre travail. Je pense que la liberté d'expression est un élément là-dedans, ne le perdons pas de vue, il est extrêmement important. Ma dernière, si vous voulez, ça sera la dernière, puisqu'on va faire une petite pause après. Ça sera la dernière. Et la conclusion en plus. Il ne faut pas oublier... Arriver à faire une conclusion, c'est fort. Il ne faut pas oublier qu'Internet, c'est des tuyaux et on n'a pas le robinet pour ouvrir ou pour fermer. Deuxièmement, les radios. Justement, radio libertaire, vous avez la radio. Personne ne peut vous interdire
À n'importe quel moment. Attendez. On avait parlé de CRS tout à l'heure. Les courriers du CSA sont fréquents. Au début, il y aura en 81 ou 80, quand il y avait les radios libres, avant il y avait des radios pirates et tout, personne ne pouvait empêcher de mettre des trucs sur les ondes. Demain, il va y avoir la radio terrestre numérique. Et là, c'est encore un truc à tuyau. On pourra ouvrir, on pourra fermer. Alors, le monsieur a raison en parlant des radios. C'est un truc qu'il faudra conserver parce qu'après, tous les tuyaux seront... Oui, mais la radio FM, qu'elle soit... Donc, la radio, qu'elle soit FM ou radio numérique, c'est la même chose. Faut pas délirer. La FM, c'est pas plus... La FM, faut courir vite avec un émetteur dans le dos. C'est la seule solution. Voilà, mais on peut le Il n'y en faire a pas encore. d'autre. Hein. On peut le faire encore. Ceux qui ont fait la révolution avant, ils savaient plus le rapporter. Bref. Ben, je crois qu'on va conclure et puis on va... on va en parler puisque moi c'est ce qui m'intéresse. Attends. À moins que quelqu'un veuille répondre, mais n'importe comment il va y C'est juste avoir... qu'il est l'heure de... On va reprendre tout à l'heure et on va savoir enfin ce qu'est Wikileaks. Donc ça s'appelle À suite au suivre, prochain à épisode. suivre.